trouve qu'il y a un peu une pression à tout le temps être positif, à rechercher le bonheur, à être tout le temps productif. Je voulais apporter une vision un peu déculpabilisatrice du développement personnel. Bonjour, je m'appelle Ethel Keslassi, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis sophrologue et j'exerce depuis à peu près 10 mois maintenant. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle non tactile, c'est-à-dire qu'elle associe à la fois le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment une approche globale de la personne. On vient me voir pour mieux vivre, mieux gérer ses émotions. Par exemple, être angoissé, stressé pour un examen. C'est des exercices tout simples. Le premier pilier, c'est la détente musculaire. En fait, il s'agit d'exercices de contraction, relâchement. Ces mouvements sont généralement associés à de la respiration contrôlée. Et le dernier pilier, c'est la visualisation positive. Le but, c'est que du coup, je mette cette personne dans un état de veille à la limite du sommeil. Je vais pouvoir ancrer dans la conscience de la personne des projections positives en lien avec son objectif. Je faisais de la communication et je me retrouvais pas du tout dans ce milieu. À la fin de mon master, je me suis un peu retrouvée en panique. La sophrologie s'est un peu apparue comme une évidence parce que ça alliait tout ce que j'aimais, donc le développement personnel, le sens et puis l'autonomie. J'ai fait une formation de 1 an à l'Institut de formation à la sophrologie. À la fin de la formation, on a un stage lors duquel on doit accompagner minimum 2 personnes sur à peu près 8 séances. Ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'elle est certifiante. Ça permet d'avoir une reconnaissance par le ministère du Travail parce que la sophrologie, malheureusement, c'est pas encore réglementé. Donc n'importe qui peut se dire sophrologue. Mieux apprivoiser ses émotions, se découvrir et s'accepter, s'écouter, prendre confiance en soi. Dernier, c'est que c'est facile à mettre en place. En fait, on peut vraiment le faire n'importe quand, dès qu'on en a envie, c'est plutôt pratique. Une de mes craintes, c'était d'être trop dans la sympathie et pas assez dans l'empathie. La différence, c'est que dans l'empathie, on reste dans notre cadre professionnel. Et la sympathie, c'est que du coup, on commence un peu à être trop une amie. Le cadre est totalement flouté. J'avais peur de me retrouver dans cette situation quand mes clients me partageaient des choses très personnelles. Mais finalement, voilà, j'ai réussi à garder ma posture thérapeutique et du coup à rester dans l'empathie. On ne peut pas contrôler l'arrivée d'une émotion, mais on peut contrôler le comportement qu'on va avoir face à cette émotion. Au lieu de dire « je suis en colère », dire « je ressens de la colère ». En fait, le langage, c'est ultra important parce que ça va permettre de se dissocier de cette émotion et de prendre plus de recul et de se rendre compte qu'en fait, elle ne fait pas partie intégrante de notre identité. Et puis ensuite, accepter l'émotion, parce que plus on va essayer de nier cette émotion ou l'ignorer, plus elle prendra de place. Généralement, les émotions sont porteuses de messages, donc voilà, se questionner sur cette émotion. J'ai toujours voulu faire un podcast parce que j'aime bien ce format, je le trouve pratique, mais c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Et en fait, avant de débuter mon activité, j'ai consommé beaucoup de développement personnel. C'est vrai qu'à un moment, j'ai saturé et j'ai un peu remis en question plein de choses parce qu'il y avait pas mal d'aspects du développement personnel avec lesquels j'étais pas forcément d'accord. Je trouve qu'il y a un peu une pression à tout le temps être positif, à rechercher le bonheur ou à être tout le temps productif. Je voulais apporter une vision un peu déculpabilisatrice et un peu plus réaliste du développement personnel pour un peu se lâcher la grappe. Je sais pas si on dit lâcher la grappe encore, mais pour les jeunes. Ne pas hésiter à faire des petits exercices, par exemple à écrire dans un cahier toutes nos qualités, nos compétences, les choses dont on est fier. Comme ça, si on a un petit coup de mou, on peut revenir dessus. Éviter des discours dévalorisants du style « je suis nul »,« je ne sers à rien ». Et si ça nous arrive, transposer la situation sur un ami. Par exemple, se mettre en tant qu'ami et qu'est-ce qu'on dirait à notre ami qui nous dit ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à se jeter à l'eau pour se prouver qu'on est capable de le faire. Et puis aussi pour se montrer que c'était pas aussi intimidant que ce qu'on l'avait imaginé. Le but, c'est qu'entre chaque séance, la personne repratique chez elle.
parce que plus elle va repratiquer chez elle, plus les bienfaits des exercices vont s'ancrer en elle. Une de mes premières clientes, rien qu'avec ces exercices de respiration, a arrêté d'avoir des terreurs nocturnes, a pu s'endormir plus rapidement et a déjà enlevé toutes ces tensions dans le dos qu'elle avait. Une de mes relaxations préférées en sophrologie, elle s'appelle l'enfant intérieur. Cette relaxation permet de dialoguer avec l'enfant qu'on était. Les frustrations, les émotions un peu fortes, désagréables qu'on peut avoir, c'est l'expression de l'enfant qu'on était. Non, pas tout le temps, mais souvent. Cette relaxation permet de rassurer et d'apaiser cet enfant. Bien-être, voilà. Les choses se passent rarement comme on l'avait prévu. Si on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Même dans les situations les plus compliquées, il y a toujours un apprentissage ou quelque chose de positif qui en ressort, même si on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Gardez espoir et puis croyez en vous. Voilà.